Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de Victim First, j'ai souligné les capacités limitées et humaines du CCIB à soutenir toutes les victimes qui font appel à lui. Pour lutter contre le racisme, la haine, la xénophobie, les discriminations, il faut des moyens financiers parfois importants. Le bénévolat ne suffit pas, la bonne volonté ne suffit pas. Les organisations de la société civile sont légitimes et sont indispensables à une société, parce que lorsque la société civile s'affaiblit, c'est toute la démocratie qui s'affaiblit. Alors, est-ce que donne-t-on les moyens financiers aux associations antiracistes pour pouvoir soutenir toutes ces victimes? Nous allons écouter Mireille, qui va nous donner un retour d'expérience de certaines associations qui essaient de lutter contre l'antiracisme et qui se heurtent à certains obstacles. Mireille, you are welcome. Bonjour à tous, merci et félicitations au CCIB pour cette campagne vraiment faite avec professionnalisme et plus qu'utile à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas le sujet du jour, mais j'aimerais quand même aussi féliciter pour la majorité de femmes dans les interventions. Ça m'émeut particulièrement. Alors, mon intervention ne sera pas très philosophique, elle sera très pragmatique. Bon, déjà, je suis formatrice, donc ça vient du terrain. Et un petit mot sur mon association, notre association, BAMCO ASBL, est un comité de femmes, majoritairement afrodescendantes, donc qui luttent contre le racisme, bien sûr, mais elles font surtout du soutien aux victimes, de la formation, du plaidoyer politique. Et pour accrocher avec l'actualité, on parlait tout à l'heure de Cécile Djounga, eh bien, nous travaillons aussi sur la culture afrodescendante du non-dit. Peut-être que certains sont familiarisés avec ça, c'est que dans certaines cultures, je n'essentialise personne, je parle bien de culture générale, on peut être très exubérant, comme par exemple, moi je suis originaire du Congo, mais on ne va pas dire véritablement ce qu'on ressent. Et donc parler du racisme, c'est dire aussi ce qu'on ressent. Et on travaille, bien sûr, avec les Blancs, comme on les appelle, mais on travaille aussi avec les autres pour casser cette culture du non-dit. Alors, discrimination au subside, un racisme institutionnel invisible. Quand je donne des formations et que je parle du racisme institutionnel, en général, les gens retiennent peu ce que je dis. Si je donne un témoignage, les gens retiennent bien. Si aujourd'hui je vous dis que la première fois que j'ai rencontré le racisme, c'était des institutrices qui m'ont amenée aux toilettes pour essayer de voir, elles étaient 4-5, pour essayer de voir, vérifier si je n'avais pas une queue. Pas devant, derrière. Elle voulait voir si je ressemblais à un singe. Je ne vous parle pas d'il y a très longtemps, je vous parle vraiment de fin des années 80. Alors, si je dis cette expérience-là, qui est une expérience vécue, on le retient beaucoup plus fortement que si je dis je n'arrive pas à trouver un emploi à cause de ma couleur de peau ou parce qu'on confond ceci avec le fait d'être musulmane ou parce que pour plein d'autres raisons. On retiendra moins ce que je vais dire dans un deuxième temps, ce que j'ai dit dans un premier temps. Donc c'est pour ça que c'est un racisme plus invisible. Alors, vous voyez ici, j'ai pris, tout le monde connaît, je pense, ce schéma, ce dessin, qui reflète un petit peu ce que je vais dire. La situation actuelle des associations, surtout afrodescendantes, mais il y a des récurrences aussi, c'est des associations impulsées, pas que, mais impulsées aussi par des personnes d'ascendance musulmane, ou de confession musulmane, eh bien, il y a une inégalité des moyens. Je parle ici des subsides structurels. Je ne parle pas des subsides pour aller faire un terrain de foot entre la police et les jeunes du quartier. Je parle bien des structures, des subsides structurels qui permettent d'avoir des emplois, de payer les loyers, etc. La situation actuelle, c'est que beaucoup de ces associations n'en bénéficient pas.
Il y a donc une discrimination, même si dans certaines administrations, on m'a dit que la discrimination au subside n'existait pas. Et puis il y a la promesse politique, qui est l'égalité. Tout le monde aura la même chose, donc on va beaucoup les entendre, les politiques, pendant quelques mois, là maintenant. Et à côté de ça, il y a aussi nos doléances, c'est qui est l'équité. Alors, pour moi, j'estime que l'égalité, c'est une finalité. On doit tous arriver à un traitement égal, mais que le processus, en tout cas dans ce qui est l'attribution des subsides, il devrait y avoir plus d'équité en fonction de la situation des associations. Peut-être pas prise personnellement chaque association, mais je dis bien de certaines associations. Quand on a une association ou des associations de personnes handicapées, il y a des difficultés particulières dont il faut tenir compte lorsqu'on a le processus d'entrée du dossier. Voilà. Et puis il y a aussi la possibilité de changer les règles. Changer les règles, c'est-à-dire, par exemple, changer les règles administratives ou alors penser à l'autofinancement. Sauf que l'autofinancement, on vous traite très vite de communautariste, mais j'y reviendrai. Alors, il y a des associations aujourd'hui de jeunes afrodescendants qui se créent et qui d'emblée refusent tout subside étatique. Pourquoi ? Pour ne pas connaître justement la violence du processus. Donc c'est assez intéressant. Alors on part du principe que c'est parce qu'elles sont extrémistes, etc. Non, pas du tout. C'est qu'elles vivent de l'expérience des aînés. Elles disent, nous, on ne veut pas vivre ça, on passe plus de temps à chercher du subside finalement qu'à travailler sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on élimine ça d'emblée, on ne demandera jamais de subside. Bon, elles existent, elles fonctionnent, avec difficulté, mais elles fonctionnent. Et donc, dans le processus finalement de recherche d'équité, j'ai déjà rencontré des cas où il y avait des mesures d'ajustement où on changeait la règle. Alors, il y a possibilité de changer les règles dans l'accès aux subsides, mais aussi dans les relations avec les administrations. Alors, dans l'accès aux subsides, il y a la question de l'inégalité des moyens. C'est un angle mort, en fait, de l'antiracisme, parce que avant d'introduire le dossier, on a déjà une situation qui est différente d'une association à une autre. Quand on a 20 employés, ou même que 10, qui peuvent construire, faire des recherches, écrire, photocopier, machin, etc., on est à l'aise, c'est facile. En tout cas, c'est plus facile que quand on a quelques bénévoles qui doivent soit travailler à côté, soit d'autres situations compliquées, ou alors quand le salon des administrateurs pour faire les réunions ne suffit plus. À un moment donné, le volontariat est limité et c'est une difficulté qu'on rencontre aussi donc, dans la réalisation de nos objectifs antiracistes. Alors, les mesures d'ajustement politique dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu une expérience, c'est que, je ne vais pas les citer, mais une administration lance un projet, un appel à projet sur la question des femmes, la question du genre. Et ce qui se passe, c'est que toutes les associations qui répondent sont pilotées, menées et ont en vue des hommes. Et donc, ils font leur sélection, prennent tous les critères en compte et finalement se retrouvent avec une panel d'associations fortement masculines, même dans leur composition. Et puis, ils décident d'une mesure d'ajustement, puisque quand même c'est un appel à projet sur les femmes. Et la mesure d'ajustement ne consiste pas à prendre des projets moins meilleurs, puisque l'enveloppe était fermée, non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher dans un autre appel à projet, une autre enveloppe, où l'appel ne marchait pas très bien, ce n'était pas très pertinent, et ils le reversent dans celui-là, et ils ont pu prendre des femmes. Et donc là, ça me fait penser à ce slogan très connu, ne me libère pas, je m'en charge, puisque là, on permet à des femmes de travailler elles-mêmes sur les questions de genre, etc. Mais lorsqu'on propose ça dans le cadre des projets antiracistes, ce qui se passe, c'est qu'on dit « Ah, en fait, vous voulez un traitement de faveur ». On n'a pas le même raisonnement. Pourtant, c'est quasiment la même situation. Et donc, on s'est retrouvés dans des situations, on avait plein d'associations mainstream, généralement d'hommes blancs, très à l'aise de faire de grandes campagnes antiracistes sans avoir les racisés ou les racialisés avec eux.
Moi, je trouve ça scandaleux, puisqu'on ne peut pas laisser faire des campagnes sur le genre sans avoir des femmes ou autres. On ne peut pas laisser non plus des campagnes antiracistes sans avoir toute la palette. Donc, je trouve que c'est aberrant, mais aujourd'hui encore, c'est quelque chose que l'on n'accepte pas. On considère qu'on se victimise ou qu'on demande un traitement de faveur. Alors, il y aurait aussi plein de choses à dire sur la relation à l'administration, parce que l'administration, ce sont des fonctionnaires, ce sont des personnes, c'est pas seulement une structure, une machine, ce sont vraiment des personnes qui ont un passé, parfois un passif aussi, avec des personnes d'origine différente ou de confession différente. Et ces personnes ne sont pas toujours touchées par nos formations à l'antiracisme. On a ici des associations, notamment BIPAX et d'autres qui ont parlé, tu vas parler, qui font des formations sur l'antiracisme. Mais ces fonctionnaires pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ils pensent que c'est pour leurs collègues qui sont des animateurs, des formateurs, c'est eux qui en ont besoin. Eux, ils sont derrière leur bureau avec les papiers, ils appliquent les règles et ils n'ont pas besoin de formation antiraciste. C'est faux. Ils en auraient besoin aussi parce que ils vont remanier des angoisses coloniales sans s'en rendre compte. Ils vont avoir des stéréotypes, eux aussi, peut-être sans en rendre compte. Alors, il y a toute une palette d'excuses qu'on nous donne pour ne pas octroyer des subsides. Parmi elles, il y a pas connu de nos services. Il m'a toujours fait rire celui-là. C'est comme quand on arrive en boîte de nuit, pour ceux qui y vont. Bon, moi, j'y vais pas, mais je sais que mon frère y va. Et on lui dit toujours, mais on ne te connaît pas. Il dit, oui, mais pour me connaître, il faudrait me laisser rentrer au moins une fois, qu'on fasse connaissance et que je pourrais revenir. Donc c'est ça, on n'est pas connu des services et on se demande à quel moment on pourrait être connu. Association émergente. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, pour ceux qui connaissent, Paul Panda Farnana, l'un des premiers antiracistes en Belgique d'origine congolaise, donc afrodescendante, a créé la première association afrodescendante en 1920. Et donc, ça veut dire que dans 2 ans, on va fêter 1 siècle pour les associations afrodescendantes. Alors, émergente, je ne sais pas, on a 1 siècle de culture militante, je ne sais pas en quoi on est émergent. Et surtout, au moment où on me sortait ça, je travaillais dans une association qui avait été créée en 1989. Donc, ça faisait un bout de temps. Alors, communautaire, évidemment, vous l'attendiez, il est là, vous êtes entre vous. Vous êtes tout le temps entre vous, ce sont des travailleurs d'une même origine, d'une même confession qui vont travailler avec la même origine, la même confession. Ça, on ne peut pas. Mais une association dite blanche qui va travailler avec des blancs, ça, on peut. Ce n'est pas communautaire. Ou même des personnes qui parlent flamand, qui vont travailler avec des flamands, ça aussi, on peut. Ce n'est pas communautaire. On va critiquer la stratégie d'autofinancement aussi. On va qualifier ça de communautaire aussi, parce qu'il y a des jeunes associations dont je parlais tout à l'heure qui essaient de s'autofinancer. Bon, ils vont faire des t-shirts, ils vont les vendre, mais au bout d'un moment, les t-shirts, ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'allier peut-être avec des entrepreneurs qui sont dans des pays d'origine, etc., et qui, eux, peuvent faire du mécénat et tout ça. Et puis, on va leur dire que ça aussi, c'est communautaire, c'est entre vous. Alors, ah oui, il y a aussi le fait d'ajouter des nouvelles règles à l'entrée de l'appel à projet. Donc, parce qu'ils n'ont pas confiance, ils vont créer des règles qui sont écrites nulle part. On va vous dire, écoutez, si l'association existe encore dans 1 an, on veut bien accepter votre dossier. C'est écrit nulle part. Ou alors, envoyez-nous le CV de tous les administrateurs, mais aussi des animateurs, avant d'introduire le dossier. Ou alors, on vous demande de déposer votre dossier plus tôt que les autres. Donc la date, par exemple, c'est le 30 juin. On va vous demander de le déposer le 20 juin pour qu'on puisse voir si votre dossier vaut la peine d'être déposé. Et j'ai déjà eu des cas où on s'est échiné sur un dossier et à la fin, on m'a dit « c'est pas tout à fait ça, en fait. Donc, on vous déconseille de déposer le dossier. » Donc, on a travaillé pour rien. Et quand vous introduisez quand même donc, ce fameux dossier, on va vous juger d'ingérable. Donc ça, c'est plutôt pour les afrodescendants. Et on va plutôt dire incontrôlable pour les personnes de confession musulmane, une association de... Alors, ingérable, incontrôlable, ça veut dire... c'est des synonymes, mais quand même, je pense que c'est intéressant qu'il y ait des mots différents qui soient utilisés.
Alors, et puis bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais je ne peux pas continuer en passant sans citer celui-là, le classique mise sous tutelle. Alors ça, je l'ai connu tout au long de ma carrière, depuis que j'ai commencé il y a 20 ans. La mise sous tutelle, c'est « Ok, on veut bien vous octroyer le subside, mais vous prenez votre dossier, vous le donnez à une association plus grosse, qui a plus d'argent, qui, si possible, est blanche, et eux, ils vont tout faire, et vous pourrez, sur le terrain, réaliser le projet. Donc, il ne faut absolument pas que vous soyez au niveau de la gestion, etc., parce qu'on se dit « Oui, mais s'ils ne gèrent pas bien l'argent, on ne pourra pas récupérer nos billes, ils sont pauvres ». Ou alors, on ne sait pas quelle est leur culture de gestion administrative et tout ça. Donc, bref, donc ça, c'est systématique. Parfois, l'appel à projet demande que l'association ait des moyens, mais la plupart des cas, non, pas du tout. C'est simplement qu'ils sont dans des frayeurs, Et ces frayeurs peuvent parfois être coloniales. Par exemple, la dichotomie entre communautaire et travailler avec un autre public. Donc, d'un côté, on va vous dire, je l'ai déjà dit, vous êtes communautaire parce qu'on a peur d'une auto-émancipation, etc. Mais aussi parce qu'en réalité, on est dans une culture eurocentrée. À partir du moment où c'est des musulmans qui travaillent avec des musulmans, ben, on est où, nous, là-dedans? Les Européens, les soi-disant blancs. On est où, nous, là-dedans? Et donc, on a une culture d'être valorisé. Quand vous regardez un film, en général, c'est le centre, c'est le blanc. C'est lui le héros qui va sauver le monde américain, généralement. Et donc, là, on se retrouve dans un schéma où ils ne sont nulle part. Et donc, ça met mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de prise. Donc c'est ça, la crainte de ce communautarisme. Et puis de l'autre côté, il y a l'exigence et l'injonction de travailler avec un autre public. Mais c'est tout à fait paradoxal, parce que quand vous arrivez et que vous dites « notre public est mixte », vous montrez des photos, etc., mais, bon, on va plutôt vous subventionner pour un petit projet, mais qui resterait avec votre public. On ne veut pas que vous travailliez avec d'autres publics. Alors, ça, ce sont des discussions qu'on a dans les bureaux avec les fonctionnaires, etc. Ce n'est écrit nulle part. Et vous avez tout à fait intérêt à dire « oui, monsieur, bien sûr, monsieur, sinon le subside, vous ne l'aurez pas ». Et donc, là, on est dans deux modèles, mais ici, ça cache aussi une autre peur. Tout à l'heure, je disais, il y a la culture eurocentrée par rapport au communautarisme, mais ici, ça cache aussi une autre peur, qui est celle, je dis angoisse coloniale, celle du métissage. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire coloniale belge, on refusait le métissage au point donc d'interdire les mariages mixtes, mais aussi d'extraire l'enfant métis pour le mettre dans des centres reculés dans la forêt gérés par des sœurs. Parce qu'on ne voulait pas de métissage. Et donc ici, ce qu'on fait en travaillant avec d'autres publics, c'est qu'on fait un métissage de fait. Et ça réveille certaines angoisses. Alors, ma conclusion, je dirais plutôt en guise de conclusion, parce qu'il me faudrait toute une journée de formation pour expliquer un petit peu ce problème, ce nœud de la guerre dans la culture antiraciste. Ma conclusion, c'est un système qui s'évertue sciemment ou non à maintenir les injustices en matière d'attribution des subsides entre les associations impulsées par des personnes de différentes origines, confessions, etc., est un système qui cautionne et facilite une forme de colonialisme. Ce colonialisme nouveau, avec des gros guillemets, consiste à assujettir les associations dites communautaires aux organisations majoritaires et financées. Lorsqu'ils se sentent menacés, ces nouveaux maîtres peuvent exercer leurs privilèges blancs, salir la réputation, bannir, ne pas valoriser l'expertise, etc. des associations discriminées. Je vous remercie. Merci Mireille. J'étais à cet endroit, la galerie Ravenstein, oui. Lorsque cette photo a été prise, Mireille a été une des artisanes de toutes les associations. Je peux même dire qu'elle en a tiré beaucoup derrière elle pour arriver à avoir la place Lumumba à Bruxelles. J'adore cette photo
Et je pense que Kenza, en tout cas le CCIB te fait une déclaration, c'est qu'il mettra tout en œuvre pour que la rue où tes parents ont été assassinés, qui étaient des amis, j'ai tiré les oreilles à tes frères qui ont été blessés quand ils étaient petits, fera tout en sorte pour que cette rue soit aussi rebaptisée Isnasi Haji, pour au moins marquer la mémoire de ce drame qui a frappé beaucoup de gens, beaucoup de voisins.